Le 17 janvier 2017, aux alentours de 9 heures, le téléphone sonne au service de police de Leicester. Au bout du fil, un habitant qui réside Cromer Street, une rue de la ville. Il explique avoir trouvé, dans son arrière-cour, partagée avec ses voisins, une grande valise. Il raconte aux policiers qu'en essayant de porter cette valise, il s'est rendu compte qu'elle était très lourde. Alors, il a décidé de l'ouvrir. Ce qu'il y a découvert est glaçant. À l'intérieur se trouve le corps d'une femme portant un sac poubelle sur la tête. Ses mains et ses pieds sont attachés dans son dos par des attaches de câbles en plastique. Des morceaux de gants en latex sont également trouvés dans cette valise. C'est une vision d'horreur. Cette femme est morte et, ça ne fait aucun doute, elle a été assassinée. Mais qui est cette femme? Qui a bien pu commettre cet acte horrible? Il ne faudra pas beaucoup de temps aux enquêteurs pour faire le lien avec une disparition signalée la veille par la famille de cette femme. Et pas beaucoup de temps non plus pour comprendre qu'elle connaissait son meurtrier. Un meurtrier d'ailleurs enregistré par les caméras de surveillance la nuit du drame en train de tirer une valise. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va rentrer dans cette histoire absolument atroce, encore une fois, aujourd'hui. Avant, je voulais juste remercier tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Je dis nous parce que vous le savez qu'on forme ensemble une communauté. Donc merci pour vos abonnements, merci également pour vos commentaires ici ou là. N'hésitez pas à me rejoindre, si le cœur vous en dit, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok notamment, où je suis pas mal présent. C'est une affaire qui nous emmène donc aujourd'hui à Leicester. Pour ceux qui ne connaissent pas Leicester, c'est une ville d'Angleterre située dans la région des Midlands de l'Est. Une ville très animée, multiculturelle, très active également sur le plan sportif. Peut-être que parmi vous, il y a des footeux qui suivent notamment la Première Ligue en Angleterre et qui connaissent évidemment le club de foot de la ville, Leicester. À l'extérieur du centre-ville se trouve une rue qui mesure environ 190 mètres de long, qui s'appelle Lime Road. Et cette rue est très importante parce que c'est là que vit Kiran Dodia, une femme de 46 ans, et son ex-mari, Ashwin, âgé lui de 51 ans. Le couple est d'origine indienne et s'est marié donc en Inde en 1988, mais de façon arrangée. C'était un mariage voulu par les familles respectives. Vous le comprenez, entre les deux, il n'y avait pas d'amour. Ce qui ne les a pas empêchés d'avoir deux enfants, deux grands garçons prénommés Vivek et Shivam. Vivek, c'est l'aîné des deux frères. Il ne vit plus au domicile des parents puisqu'il est parti travailler et parti vivre à Sheffield, à environ 1h30 de Leicester. Quant à Shivam, eh bien lui, il est toujours au domicile familial puisqu'il n'a que 17 ans et est au lycée. Sur le plan professionnel, Kiran travaille depuis 17 ans maintenant dans un centre d'appel de la ville. Un travail qui est pour elle une échappatoire, une deuxième maison. Ça lui permet en quelque sorte de souffler, de s'écarter de l'ambiance familiale assez pesante. Elle adore ce qu'elle fait, elle adore ses collègues, des collègues d'ailleurs qui la décrivent comme joviale, solaire, intelligente, extravertie, qui aime la mode et le maquillage. Et qui adore sa ville. C'est vrai que depuis qu'elle habite à Leicester, elle en est folle, elle adore être ici. Ses fils, de leur côté, la décrivent comme une mère aimante, douce et attentionnée. Ashwin, l'ex-mari de Kiran, lui, travaille en usine et a des horaires décalés. Et vous verrez, c'est tout le contraire de Kiran. Si vous avez bien fait attention, j'ai parlé d'ex-mari en évoquant Ashwin. Parce que le couple en tant que tel n'existait plus. Il n'a jamais vraiment existé, mais en tout cas sur le plan administratif, il n'existait plus puisqu'en 2014, après 26 ans de mariage, jonché de beaucoup de problèmes,
Kiran et Ashwin ont officiellement divorcé. Et là, vous vous posez la question, pourquoi dans ces cas-là vivaient-ils encore toujours sous le même toit? En fait, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord de continuer à vivre séparément sous le même toit dans cette maison qu'ils avaient achetée ensemble il y a quelques années. En attendant, déjà qu'ils puissent vendre leur maison et surtout en attendant que leur deuxième fils, Shivam, termine tranquillement le lycée. Après ça, c'est ce qu'ils se sont dit, chacun sa route, chacun sa vie. Et d'ailleurs, c'est imminent. En janvier 2017, la maison est sur le point d'être vendue. C'est sur le point d'être acté puisque la sœur de Kiran a fait une offre et cette offre a été acceptée par Kiran et par Ashwin. Donc, sur le plan administratif, tout est en train d'être réglé. Du coup, c'est ce qu'il s'était dit. Kiran a demandé à son ex-mari de quitter la maison. C'est la sœur de Kiran qui va l'acheter. C'est normal que ce soit Ashwin qui parte de la maison. C'est donc ce qu'il devait faire. La date était actée le 16 janvier 2017. Il l'avait promis à Kiran, une fois que c'est signé, qu'on sait que la maison est vendue, je pars. Et donc ce jour-là, c'est le 16 janvier 2017. C'est le jour où Ashwin doit déménager. Ce matin-là, Shivam, le fils cadet, se réveille comme à son habitude aux alentours de 7 heures du matin, pour se préparer et pour se rendre au lycée. Il s'attend ce jour-là à prendre le petit déjeuner avec sa mère, comme il le fait habituellement. Mais elle semble être déjà partie au travail, puisque aucune trace de Kiran. Son père, lui, est également au travail, puisqu'il travaille, je vous le rappelle, de nuit. Mais quand Shivam rentre de l'école, à 15h30, il est surpris. Il est surpris de ne pas voir sa mère à la maison. Par contre, il tombe sur son père, qui est là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'elle aurait déjà dû revenir de son travail et son père devrait être en train de déménager ses affaires. Alors, Shivam demande à son père s'il sait où se trouve Kiran, s'il sait où se trouve sa mère. Et Ashwin lui répond par la négative. Shivam patiente un peu. Mais en ne voyant pas revenir sa mère, il décide d'aller faire vers 18h30, alors que la nuit commence à tomber, un tour dans le quartier, pour voir s'il ne la croise pas. Et en revenant, il décide de prévenir sa grand-mère, qui, elle de son côté, n'a aucune nouvelle non plus de Kiran. Il appelle ensuite Vivek, son frère aîné, et c'est le même son de cloche de son côté. Il n'a reçu aucun coup de téléphone de sa mère. Et Vivek aussi trouve ça bizarre parce que c'est son anniversaire à lui les jours qui suivent. Il doit revenir d'ailleurs à Leicester, c'est prévenu, et il sait que sa mère devait l'appeler dans la journée pour préparer en amont avec lui quelque chose pour son anniversaire. Shivam décide alors de tenter de géolocaliser le téléphone de sa mère, qui borne effectivement au niveau de Mayfield Road, à environ 5 minutes à pied de leur maison. Alors, il s'y rend, mais comme il fait nuit, il ne trouve rien, aucune trace du téléphone portable de Kiran. Et donc, très rapidement, ce 16 janvier au soir, Shivam appelle la police pour signaler la disparition de sa mère qu'il juge inquiétante. Les policiers prennent la description de Kiran, demandent à Shivam de leur envoyer une photo. Et les policiers expliquent que, comme souvent dans ce genre de disparition, d'autant plus que c'est très récent, puisque là, ça fait que quelques heures, les policiers lui disent « Écoutez, attendez un petit peu, votre mère va certainement revenir. Ça fait que quelques heures qu'elle n'a pas donné de nouvelles. Peut-être que voilà, elle boit un verre avec une copine. Peut-être que elle a décidé de couper pour la nuit et qu'elle reviendra le lendemain. Finalement, c'est vrai, elle est majeure, vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. C'est ce que pensent les policiers. Et c'est ce que disent les policiers à Shivam. Le lendemain, le 17 janvier 2017, à 9h du matin, les policiers reçoivent un appel inquiétant. L'appel d'un homme. Un homme qui réside Cromer Street, une rue voisine de Lime Road, là où habite, je vous rappelle, la famille Dodia. L'homme explique aux policiers avoir été intrigué par une grosse valise placée près d'une poubelle dans l'arrière-cour qu'il partage avec ses voisins. Ce qui a interrogé cet habitant, c'est que cette valise n'était pas là la veille au soir lorsqu'il est allé se coucher. Il en est certain. Ça veut dire qu'elle a été transportée ici pendant la nuit. Il raconte aux policiers s'être rapproché de cette valise, qu'il a essayé de la soulever,
Mais il s'est rendu compte qu'elle était très lourde et qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'il continue de raconter aux policiers, il l'a ouverte. Et là, il a découvert avec effroi un corps recroquevillé sur lui-même. Il explique aux policiers avoir reconnu le corps d'une femme, elle porte un sac poubelle sur la tête et ses mains ainsi que ses pieds sont attachés dans son dos par des câbles en plastique. Et dans la valise, c'est ce qu'il raconte aux policiers au téléphone, se trouvent également des morceaux de gants en latex déchirés. Il dit aux policiers, écoutez, faites vite, venez, envoyez une patrouille, parce que la découverte est horrible. Les autorités arrivent rapidement sur place. Ils bouclent la zone, ils font des prélèvements, ils mettent de côté les morceaux de gants en latex pour tenter d'y récupérer un ADN et confirment que le corps retrouvé est bel et bien celui d'une femme morte par strangulation avec son foulard retrouvé aussi dans la valise. L'une des premières missions des enquêteurs va être d'identifier cette femme. Elle n'a aucun papier sur elle, mais son visage est reconnaissable. Et cette identification ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que les policiers font le lien entre ce meurtre et la disparition qui leur a été signalée la veille, le 16 janvier, la disparition de Kiran Dodia, qui habite d'ailleurs, je vous le rappelle étrangement, la rue d'à côté, Lime Road. Après cette terrible découverte et cette vision d'horreur, les détectives ont la lourde tâche de demander à Shivam, le fils cadet de Kiran, d'identifier la victime. Shivam identifie sa mère, il s'agit bien de Kiran Dodia. La famille est sous le choc, les deux frères sont abasourdis, ils sont effondrés. Vivek, qui apprend la nouvelle, fait immédiatement le trajet d'1 h 30 pour venir auprès de son frère notamment. Ils sont inconsolables. Alors les policiers mènent leur enquête forcément, et ça va être très rapide, puisque je vous rappelle que le corps de Kiran a été retrouvé à peine à 5 minutes de chez elle. Question, qui a bien pu la transporter dans cette arrière-cour sans que personne ne se rende compte de quelque chose, qui plus est, dans cette grosse valise? Pour répondre à ces questions, les policiers vont s'aider d'un élément capital, la vidéosurveillance. Et ils vont être scotchés par ce qu'ils vont découvrir. À 18h19 précisément, le 16 janvier 2017, alors que la nuit est tombée, regardez. Les caméras enregistrent un homme, capuche relevée sur la tête, en train de tirer une grosse valise qui a l'air lourde. La même valise retrouvée par le voisin le 17 janvier au matin. En ralentissant les images, les policiers déterminent que l'homme qui essaie de dissimuler son visage sous sa capuche est Tashwin, l'ex-mari de Kiran, qui était censé déménager ce jour-là. Il est immédiatement arrêté par les policiers. Et c'est là que les autorités apprennent des choses, des révélations faites par les fils de Kiran et d'Ashwin. Des fils qui racontent que, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, leur père n'avait aucune intention de quitter la maison, de trouver un autre endroit où aller vivre. Et ça, eh bien ça, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg, parce que les problèmes étaient beaucoup plus profonds que ça dans le couple. Vivek et Shivam racontent aux policiers que durant leur enfance, ils ont subi des violences. En fait, leur père les frappait quotidiennement. Vivek raconte même que lorsqu'il avait 13 ans, son père a essayé de le brûler avec un fer à repasser. Mais ce n'est pas tout. Parce que s'il était violent avec eux, il l'était aussi avec Kiran, leur mère, et c'était peut-être même pire. Et plus les années passaient, plus les violences augmentaient. Et les deux frères n'avaient rien dit parce qu'ils avaient très peur de leur père. Les policiers apprennent aussi qu'Ashwin ne payait plus rien à la maison. Les factures, les mensualités, les courses, tout ça, en fait, c'était Kiran qui devait payer. C'est pour ça, en fait, qu'elle travaillait de plus en plus, qu'elle faisait des heures sup. En fait, elle faisait ça pour subvenir aux besoins de la maison, à ses besoins, et son ex-mari. Un ex-mari qui buvait, et plus il buvait, plus il était violent. C'était un cercle vicieux. Et le gros point de dispute, de discorde ces dernières années, c'était évidemment la maison. Le fait que Kiran pouvait, elle, rester dans la maison, parce que je vous rappelle que c'est sa sœur qui a fait une proposition d'achat, et que lui devait déménager. Ça ne lui plaisait pas du tout. Mais il y a autre chose aussi qui faisait perdre le sang-froid d'Ashwin.
selon ses fils. Le fait que Kiran se soit inscrite récemment sur une application de rencontre, disant à tout le monde qu'elle avait très envie de passer à autre chose, et en même temps c'est normal, ils n'étaient plus mariés. Ils avaient divorcé. Mais ça, Ashwin ne l'acceptait pas. Alors vous comprenez que malheureusement, lorsqu'ils apprennent que leur père est suspecté du meurtre de Kiran, ils ne sont pas surpris. Ashwin est placé en état d'arrestation et les autorités commencent à reconstituer exactement ce qu'il s'est passé le 16 janvier 2017 dans la maison familiale, la maison que devait, je vous le rappelle, quitter Ashwin. Ce jour-là, Kiran rentre du travail aux alentours de 14h30. Et là, elle est surprise de voir que son ex-mari n'est toujours pas parti, qu'il n'a toujours pas déménagé ses affaires et qu'en plus de ça, il est en train de dormir. Selon Ashwin, c'est ce qu'il raconte aux policiers, Kiran s'est mis à crier. Il a alors perdu le contrôle de ses nerfs et l'a frappé violemment à plusieurs reprises au niveau de la tête avant de l'étrangler avec le foulard qu'elle portait autour du cou ce jour-là. Après ça, c'est ce qu'il explique aux policiers, c'est sa déposition, il l'a mise dans une valise et l'a planquée dans la maison juste avant que son fils, juste avant que Shivam ne rentre de l'école, souvenez-vous, à 15h30. Il a attendu que son fils ressorte de la maison vers 18h pour chercher sa mère. Vous voyez que c'était le moment où Shivam paniquait un petit peu pour prendre la valise et la traîner dans cette arrière-cour partagée, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance. Une fois la valise posée dans l'arrière-cour, eh bien, il s'est débarrassé du téléphone portable de Kiran. En fait, il a jeté le téléphone de Kiran sur le toit d'une entreprise voisine à Mayfield Road. C'est pour ça, en fait, que le téléphone a bordé à cet endroit-là et qu'il était introuvable, puisqu'il se trouvait sur le toit. Il a ensuite placé tous les produits de nettoyage et ses vêtements ensanglantés dans une autre valise qui, elle, n'a jamais été retrouvée. Ashwin est alors accusé du meurtre de Kiran Dhodia, implication renforcée par l'analyse des morceaux de gants en latex retrouvés dans la valise. L'ADN, donc retrouvé sur ces morceaux, correspond à l'ADN d'Ashwin. 1 an après la découverte du corps de Kiran, 1 an après le crime, le procès d'Ashwin s'ouvre à Leicester. Un procès durant lequel les 2 fils du couple racontent leur calvaire et le calvaire de leur mère ces dernières années. L'avocat d'Ashwin plaide l'homicide involontaire, estimant qu'il s'est défendu, que c'était de la légitime défense. Voici ce que déclare Ashwin lors de son procès. « Je me suis emporté. Ça fait suite à une dispute avec mon ex-femme qui s'est énervée, elle m'a crié dessus et en fait je l'ai tué par légitime défense. J'étais en colère, j'ai perdu le contrôle. » Voici ce qu'il raconte au tribunal, ajoutant que Kiran l'avait d'abord agressé et que pour la faire taire, eh bien, il a mis sa main sur sa bouche et il lui a serré le cou avec son foulard. Après plusieurs heures de délibération, le jury condamne Ashwin à la prison à perpétuité avec un minimum de 18 ans. En prononçant cette peine, voici ce qu'a dit le juge Timothy Spencer en regardant droit dans les yeux Ashwin Dhodia. Il lui a dit « Je suis convaincu que vous aviez l'intention de tuer Kiran depuis plusieurs mois maintenant. Vous étiez arrivé à bout, vous saviez que vous deviez déménager et que c'était le dernier moment, en fait, le seul moment où vous pouviez faire ça. » Et il lui a dit « Vous avez tué de sang-froid votre ex-femme dans sa maison, un endroit où elle aurait dû se sentir en sécurité. Vous êtes un être arrogant, égoïste et vous l'avez tué avec sang-froid. » De son côté, dans un communiqué, la famille de Kiran a déclaré que la douleur de la perte de Kiran ne diminuerait jamais. C'était une femme pleine de vie, avec une personnalité vibrante, une mère aimante, attentionnée, une fille, une sœur et une tante très attentionnées. Sa nature amicale et charismatique lui a valu de nombreux amis. Elle était tout simplement magnifique. Elle adorait se faire photographier. C'était l'épine dorsale de la famille, très gentille, généreuse et angélique. Et il termine:
nous ne saurons jamais comment refermer cette plaie qui est là à vie. Son sourire perpétuel manquera tous les jours à tous ceux qui l'ont croisé, qui l'ont connu. Kiran avait beaucoup de rêves et d'aspirations qui ont été prématurément emportés par cet acte démoniaque. La vie sans elle ne sera plus jamais la même. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à réagir et à me donner votre avis sur tout ça, que ce soit en commentaire ou directement en message privé sur les réseaux sociaux. J'essaie d'y répondre quand je peux, quand j'ai le temps et quand je ne passe pas à côté, parce que des fois ça m'arrive de passer à côté de vos commentaires. Donc ne soyez pas blessés si je ne réponds pas forcément à vos commentaires. Si également vous avez des histoires que vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos, des histoires avec des images de vidéosurveillance, des histoires qui vous ont marqué ici ou là, même si ce sont des histoires connues qui ont déjà été relatées, j'ai envie de dire, sur YouTube, il y a aucun souci, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. On se retrouve bientôt, je vous laisse là. Prenez soin de vous, c'est important, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!